Bonsoir à tous et bienvenue. En visite à Libreville au Gabon, le président Alassane Ouattara s'est exprimé sur les sanctions de la CEDEAO sur le Mali. Le pays est sous embargo depuis le 9 janvier dernier, un embargo qu'il souhaite lever le plus rapidement possible. Et le Mali qui pleure son ancien président, Ibeka est décédé dimanche à l'âge de 76 ans dans les rues de Bamako. On se rappelle d'un homme politique qui s'est battu pour la démocratie dans le pays. Et enfin, pour lutter contre la vie chère, l'État a plafonné le prix du photon, un plafonnement qui ne réjouit pas certains acteurs de la filière. Ils demandent à rencontrer le gouvernement. Le président Alassane Ouattara était en visite d'amitié et de travail au Gabon où il a présenté la situation sous-régionale à son homologue gabonais. L'occasion pour lui de revenir sur les sanctions de la CEDEAO contre le Mali et appeler à une normalisation rapide de la situation dans ce pays. Pierre Dipomela. Discuter des questions de coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et le Gabon, mais aussi faire le point de l'actualité sous-régionale ouest-africaine au Gabon, un pays qui a un mandat de membre du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est le sens de cette visite du président ivoirien Alassane Ouattara à son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba. Le président Ouattara a regretté que le peuple malien ait à subir les sanctions de la CEDEAO par la faute de militaires qui veulent faire un quinquennat au pouvoir et appelle à une normalisation rapide de la situation. Nous sommes très malheureux d'avoir à imposer ces sanctions. Nous avons tout fait pour que les autorités militaires du Mali organisent des élections dans des délais convenables. C'est vraiment à notre corps défendant que nous avons ces sanctions en place. Notre souhait serait que ce soit levé le plus rapidement possible, mais pour cela, il faut un chronogramme crédible, une application donc de ce chronogramme pour faire des élections dans des délais rapprochés. Il est inacceptable qu'un régime militaire reste en place un quinquennat. Autant faire des élections. La sécurité se détériore, la situation des populations est difficile, aussi bien au Mali que dans les grands pays voisins tels que le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Nous en sommes autant malheureux que les Maliens. Mais c'est la junte qui doit prendre des initiatives, redémarrer les négociations, nous proposer une durée raisonnable et l'application de cette durée avec les conditions qui seront posées par les négociateurs pour permettre la levée progressive des sanctions. C'est cela notre souhait. Les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont mis sous sanction le Mali lors de son dernier sommet à Accra. Ce sont notamment le gel des avoirs du pays à la Banque centrale à Dakar et la fermeture des frontières des pays membres de l'organisation sous-régionale. Seule la Guinée, dirigée elle-même par une junte, a gardé ses frontières ouvertes avec le Mali. Et le Mali qui est en deuil, dimanche, l'ancien président Ibeka, renversé par la junte au pouvoir, s'est éteint. Le président Alassane Ouattara a rendu hommage à travers une publication sur son compte Twitter à celui qu'il considérait comme un ami de la Côte d'Ivoire. À Bamako aussi, les anciens collaborateurs d'Ibrahim Boubacar Keïta lui rendent hommage. Tous se rappellent un grand homme d'État, un homme qui aimait profondément le Mali. Dans les rues de la capitale, c'est le même refrain malgré les divergences politiques. Pierre Dipomela. Les Maliens, toujours sur le choc, après la disparition dimanche dernier de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Dans les rues de Bamako, on se souvient d'un homme politique qui s'est battu pour la démocratie au Mali. On ne peut que prier Dieu pour qu'il repose en paix. Il a fait ce qu'il pouvait faire pour le pays, même s'il n'a pas fini son mandat. Quand même, il a fait ce qu'il pouvait faire. Donc la vie, ainsi va la vie. Bon, sa mort me choque énormément parce que c'était notre président.
nous l'avons combattu, mais c'était un homme de paix, de parole. Il a gouverné le Mali et que son âme repose en paix. Que la terre lui soit légère. Vu la manière dont il s'est donné pour ce pays et puis tout l'effort qu'il a fourni, et puis bon, malgré tout ça, on n'a pas été reconnaissant envers lui quand même. Et moi personnellement, j'aurais beaucoup aimé le rencontrer pour nous présenter nos sincères excuses vis-à-vis de nos comportements. En tout cas, c'est un homme quand même, il est bien, il est honnête. À son domicile, où il s'était retranché depuis sa chute du pouvoir en août 2020, c'est un balai incessant de personnalités et d'hommes politiques. Je pense que c'est une grande perte en termes de repères pour la jeunesse malienne, pour la population malienne. Mais comme on le dit, nous continuons toujours à croire que chaque fois que, en tout cas, Dieu ferme une porte, il réouvre une autre porte. Le Mali et les Maliennes, et les Maliens plutôt, viennent de perdre le fils de ce pays, leur président. Un homme qui avait le Mali chevillé dans le corps, un homme qui aimait profondément ce pays, un grand homme d'État, un républicain et un papa pour moi. Ibrahim Boubacar Keïta est décédé à l'âge de 76 ans. Son inhumation est prévue vendredi 21 janvier 2022 à Bamako. L'actualité, c'est aussi cette visite ce mardi du président de la HACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, dans les locaux de la NCI, en tournée chez tous les éditeurs de la TNT en ce début d'année. Il a félicité la qualité du travail de la nouvelle chaîne ivoirienne, marquée par le pluralisme d'opinion, malgré quelques couacs. On écoute René Bourgoin. L'année 2021 a été une année de légère turbulence en ce qui concerne votre chaîne par rapport à ce que nous savons, sur laquelle nous ne reviendrons plus. Mais à la vérité, il ne faut pas voir juste un ou deux aspects qui ont pu heurter la sensibilité de certaines personnes. Il faut voir tout le travail qui est fait en amont. Et ce travail, il est excellent. NCI est une chaîne qui met en œuvre les principes du pluralisme qui nous sont chers. Ce sont des principes qui nous sont chers parce qu'il est bon que les chaînes de télévision fassent preuve de pluralisme, invitent des personnalités de différents bords, de différentes opinions, de différentes confessions. Et c'est ce que vous essayez de faire. Nous avons transmis nos encouragements aux responsables de NCI. Il y a un mois, le gouvernement décrétait le plafonnement du prix du photon, matière première du Garba, à 400 francs CFA le kilo. Un plafonnement qui ne réjouit pas certains acteurs de la filière. Pourquoi cette mesure censée lutter contre la vie chère divise tant les partis? C'est le dossier du jour. Et les proposés par Timé Danger et Mathurin Badé. Port autonome d'Abidjan, premier port tonnier en Afrique de l'Ouest. À l'entrée, du poisson destiné à la vente. Bienvenue au marché des poissons en zone portuaire. Parmi les détaillants, cette quadragénaire qui ici est établie depuis 20 ans maintenant. Elle dépeint un quotidien difficile avec le prix des produits halieutiques qui ne cesse de prendre l'ascenseur. Ça comme ça, là, tu as là 65 000. Le chariot qui est venu déposer ça ici, je paye le chariot là 200. Je paye la mairie. Les enfants qui nettoient, qui balayent ici, c'est 1000 francs par jour. Quand tu finis tout ça, tu te retrouves à 60 000, 62 000. Et ensuite, tu as vendu à 65 000. Tu as 3 000. En réponse à cette cherté du poisson le plus consommé, le gouvernement décrétait le 22 décembre dernier le plafonnement du prix du photon, encore appelé poisson Garba. Ici, cette matière première du Garba devrait être proposée à la clientèle à 650 francs. C'est cher dans 2 jours là. Les sacs là est 60 000. 60 000 là, c'est comme les sacs à 900 et le kilo à 950. Le prix minima du kilogramme sur toute la chaîne de distribution se décline comme suit. Abidjan et rayon de 300 km, 400 francs TTC, armateur et marailleur grossiste. 600 francs CFA, marailleur grossiste au marailleur demi-grossiste. 650 francs, demi-grossiste au détaillant. 850 francs, détaillant Abidjan au Garbadrome. 300 km et plus, 900 francs détaillant au Garbadrome. Près d'un mois après la mesure, la présidente d'une organisation de consommateurs descend dans l'arène. 8 000.
Ça peut à peu près combien de kilos? 11 kilos. Donc le kilo fait combien? C'est 900. 900 le kilo. On constate qu'au port, le kilo fait 1200. C'est pas normal. Ça n'arrange pas les consommateurs. À quelques pas de là, les locaux d'importateurs et de grossistes, mécontents de la mesure de plafonnement. Vous pensez que nous on peut aller dire à la matin, un navire qui va en mer, qui ça va peser moins 500 tonnes de poissons, il vient vendre à Port Autonome d'Abidjan pendant un mois en mer. Tu peux aller lui dire que son poisson a typé 400? Le fait de plafonnement des prix, pourquoi il y a problème? C'est parce que les vrais acteurs n'ont pas été consultés. Pourquoi la mesure, censée réduire le coût du faux thon, a l'effet d'impacter positivement le panier de la ménagère, fâche tant. On dit le prix plafonné au niveau du demi-gossi, c'est à 600. Et moi, on me dit de vendre aux détaillants à 650. Mais vous voyez les charges. Le poisson se fait rare. Donc, du moment où le poisson se fait rare, c'est difficile encore d'imposer un prix aux amateurs. En réaction à ces griefs, le directeur du commerce intérieur indique qu'il a été constaté par ses services des augmentations successives et injustifiées du prix du faux thon. Ainsi, le prix moyen observé sur la période juin-juillet était de 1880, soit 23,58% d'augmentation. Août-septembre, 1730 francs et 1850 francs, soit 6,94%. Et octobre-novembre, 1750 et 1880 francs, soit 7,43%. Des pratiques spéculatives, selon lui, qui désorganisent le secteur, allant parfois à détourner l'approvisionnement des conserveries de leurs matières premières, classées malicieusement en faux thon. Les rejets des thoniers ne peuvent pas coûter plus cher que le poisson thon qui est destiné aux usines. 1800 francs le kilo. Alors qu'on peut l'avoir, comme on l'a dit aujourd'hui, à 800 francs, à 900 francs maximum le kilo. Il nous faut briser les monopoles. Il nous faut mettre fin au cartel. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous appliquons la réglementation sur les prix. Nous appliquons l'ordonnance sur la concurrence, qui dit clairement qu'en cas de dysfonctionnement manifeste du marché, en cas de pratique spéculative avérée, l'État doit intervenir pour mettre fin à ce type de situation. Comment amener les parties à accorder leur violon? On demande pardon, ils n'ont qu'à revoir notre cas. Sinon, vraiment, les entreprises vont aller en faillite. L'État a plafonné, c'est vrai, mais l'État n'a qu'à croiser les amateurs. Pour leur dire désormais en Côte d'Ivoire, tu envoies ton bateau, le prix c'est 400. Celui qui veut prendre, il prend. Celui qui ne veut pas prendre, il laisse. Là, c'est qui tout le monde est au courant. Là, d'en haut jusqu'en bas, tout peut diminuer. Face au dialogue des sourds, le ministère du Commerce va-t-il appliquer ou rapporter le plafonnement du prix du faux thon? Une mesure salutaire pour le consommateur, mais qui pose problème sur le terrain. Une autre mesure qui pose problème sur le terrain, le déguerpissement des ferrailleurs de la Case d'Abobo. Seulement 2 semaines après avoir été déguerpis, plusieurs sont de retour sur le site délogé. Pourquoi? Quelles sont les raisons de ce retour alors qu'un site leur a été alloué par la mairie pour se relocaliser? Élément de réponse dans ce reportage de Brice Niawa et Mathurin Badé. Est-ce que vous refusez le bâton de trait? Tout le monde veut le bâton de trait? Déguerpis de ce lieu, il y a quelques jours, pour leur recasement à la nouvelle casse de Undotré. Des ferrailleurs traînent encore devant leur magasin. Si certains d'entre eux sont déjà en activité sur le nouveau site, ce n'est pas le cas pour ceux-ci, qui dénoncent les conditions d'accès au nouveau site. Les magasins qui étaient en Dotré ne peuvent pas contenir tous les ferrailleurs qui sont à Bobo. On a fait savoir à la mairie d'Abobo, on dit qu'il faut qu'on aille équiper les magasins qui sont là-bas. On est d'accord aussi pour ça. Maintenant, pour que les gens puissent partir là-bas pour aller équiper ces magasins-là, les magasins étaient à 600 000 francs. Parce qu'à la casse, il y a beaucoup de pauvres. Quelqu'un qui n'a pas pu prendre un magasin à 500 000 francs, comment il peut prendre un magasin à 1 million? On leur met la pression pour fermer. Et pourtant, c'est ici, là, l'argent doit quitter pour aller prendre les magasins en d'autres. Si tu n'as pas l'argent, comment tu vas aller prendre l'argent là-bas? Ils montent la garde devant leurs magasins fermés. En face, les forces de l'ordre, qui veillent à ce que ces magasins restent bien fermés. Mes magasins sont aujourd'hui fermés. On demande à mes locataires de ne plus travailler ici. Où vais-je trouver la somme de 6 à 7 millions de francs CFA pour rembourser leur caution? Cela fait près de 20 ans que je suis ici, avec une grande famille de 4 femmes et 45 enfants. Comment et avec quoi pourrons-nous vivre? Cette situation ne m'arrange pas du tout. Vraiment, aidez-nous. Nous ne pouvons pas rester comme ça. Des pères de famille, les enfants vont à l'école. C'est sur la ferraille que nous comptons. Les magasins sont fermés là.
Les enfants vont manger comment? Nous allons vivre comment? Nous allons nous nourrir comment? On ne peut pas contenir tous ces gens-là pendant longtemps. Parce que ceux-là, c'est des gens qui viennent chercher le quotidien. Il faut que l'État de Côte d'Ivoire s'implique dedans. En visite de terrain, cet agent de la mairie d'Abobo explique qu'aucun commerce ne devrait exister sur ce lieu. Les bâtiments que vous voyez, c'est des bâtiments à usage d'habitation. Mais pour avoir gros, ils ont préféré donner ça à certains ferrailleurs. Hein? Et c'est eux-mêmes qui écrivent à la mairie, qui interpellent le maire tous les jours pour dire que la mairie ne travaille pas parce qu'ils n'ont pas de route, les ferrailleurs ont tout pris. Et donc moi je pense qu'il y en a aussi qui sont complices, hein, mais la plupart des propriétaires ont applaudi cette action de la mairie. La situation est tendue et le calme est précaire. Depuis le 3, on ne met pas la force, on demande aux gens de partir. C'est maintenant qu'on dit, bon, ceux qui ne vont pas, il faut qu'on ferme les magasins. Mais écoutez, quand vous lancez des projectiles sur des personnes qui sont venues faire leur travail, la police, la gendarmerie n'a autre moyen, n'est-ce pas, que les gaz lacrymogènes, n'est-ce pas, pour disperser ces rassemblements qui créent ces problèmes-là. Mais c'est des choses qui sont très vite passées et puis bon, ça continue. Résoudre le problème d'insalubrité urbaine, d'insécurité et d'occupation du domaine public, c'est l'objectif visé par ce projet d'assainissement et d'embellissement de la commune d'Abobo. La récurrence de la défaillance des réseaux de canalisation dans la commune de Yopougon crée beaucoup de désagréments et constitue un danger pour la population. Elle est confrontée depuis quelques mois à des odeurs nauséabondes. Indexée, la mairie a réagi et a décliné ses responsabilités. Jean-Michel Kouadjo, Fulgence Kisiedo. Face aux plaintes des populations de Yopougon-Yangon Nord qui subissent les eaux des égouts s'échappant des canalisations, le directeur en charge de l'environnement et du cadre de la vie à la direction du service technique de la mairie donne quelques causes de ce phénomène avant de décliner la responsabilité de ces services. La première cause, c'est le vieillissement. Il faut reconnaître que ces réseaux sont vieux. Ce sont des réseaux qui sont vieux de plus de 30 ans. Les couvercles sont utilisés par certains artisans pour fabriquer certains matériels de cuisine comme les marmites. C'est ce qui peut expliquer surtout le vol des couvercles. Aujourd'hui, les sections sont dépassées. Quand on dit sont dépassées, sont sous-dimensionnées. Les sections ne peuvent plus supporter le flux des eaux. Parce que vous êtes d'accord avec moi que la plupart des réseaux traversent des cités. Ceux qui font les immeubles, n'ayant pas, je veux dire, la capacité de gérer les eaux usées sur leur espace, sont obligés de créer des réseaux non autorisés. La mairie, je ne dirais pas, n'a aucune responsabilité, mais ce n'est pas la mairie qui est l'acteur principal. Pour traiter les requêtes liées à l'assainissement, une plateforme d'alerte a été créée dans le but de porter assistance aux populations. Seulement, il faut parfois du temps pour espérer avoir gain de cause. Quand il y a une défaillance sur un des réseaux, nous interpellons d'abord, c'est le canal qui nous a été indiqué, nous interpellons d'abord la SODECI, assainissement, à travers les numéros qu'ils ont mis à notre disposition de 175, vous pouvez essayer aussi. Voilà. Et ensuite, l'État a mis aussi un cadre de concertation au niveau d'Abidjan où nous intervenons qui regroupe la SODECI, toutes les communes d'Abidjan, l'ANAGED qui intervient dans le domaine de l'assainissement. Et quand la SODECI est informée, nous publions également la requête sur cette plateforme. Nous, le constat qu'on fait souvent, les requêtes tardent à être traitées. Je dirais qu'on n'a pas les moyens pour réparer, mais ce que nous on fait, c'est que c'est des opérations d'entretien. La mairie essaie tant bien que mal d'assainir ses quartiers. Elle invite les populations à être le gardien de leurs biens et dénoncer les actes de vandalisme, s'il y en a, en vue d'endiguer définitivement ce phénomène qui, jusqu'ici, demeure dangereux. Dominique Ouattara a reçu hier lundi à son domicile Olivia Yassé, Miss Côte d'Ivoire 2021, et ses dauphines Fatima Mourad et Kenza Atié. La première dame a prodigué de sages conseils aux ambassadrices de la beauté ivoirienne. Elle a également exprimé toute sa fierté à celle qui a été Miss Yamoussoukro et qui représente la Côte d'Ivoire à Miss Monde en mars prochain. Pierre Dipomélin, Fulgence Kisiedo. Avant son départ à Porto Rico, une île des Caraïbes, pour le concours Miss Monde, Olivia Yassé, accompagnée des 2 dauphines de Miss Côte d'Ivoire, a été reçue en audience par la première dame, Dominique Ouattara, qui a exprimé à la représentante de la beauté ivoirienne
toute sa fierté. J'ai tenu à recevoir mes filleuls, puisque comme vous l'avez dit, je suis la marraine de Miss Côte d'Ivoire, pour les féliciter d'abord et encourager notre Miss Côte d'Ivoire, Olivia, pour le futur concours de Miss Monde. Vous savez qu'elle a déjà été à Porto Rico. Ensuite, le concours a été reporté, mais elle est en très bonne position pour avoir de bons résultats. Donc, on a voulu l'encourager et lui dire toute notre affection et notre soutien pour qu'elle puisse réussir à être élue. Et nous serions très heureux qu'une Ivoirienne soit élue la plus belle femme du monde. Donc nous l'encourageons et nous lui prodiguons tous les conseils que nous pouvons avoir. Olivia Yassé a promis à son tour de faire du mieux qu'elle peut pour porter haut le drapeau ivoirien le long de son mandat. J'ai été très émue. Depuis Porto Rico, j'ai été très émue de savoir que j'avais toute la Côte d'Ivoire derrière moi. J'avais un élan de soutien admirable, c'était formidable et j'étais très heureuse. Et ça m'a aussi donné la force de continuer et d'aller encore plus loin pour pouvoir ramener la couronne à la Côte d'Ivoire. Donc cette petite pause avant de retourner à Miss Monde, ce n'est que partie remise et j'espère encore partir plus fort. La Miss Côte d'Ivoire, Olivia Yassé, a atteint un niveau inédit dans le processus de désignation de la Miss Monde. Pour cause Covid, le concours Miss Monde a été suspendu et devrait reprendre le 16 mars 2022. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure. Excellente soirée à tous.